Comment les Iraniens, les Iraniennes vivent-ils cette nouvelle étape dans la guerre qui oppose leur pays à Israël? C'est notre grand angle. Des Iraniens, des Iraniennes prises en étau entre Benyamin Netanyahou, l'ayatollah Khamenei et maintenant Donald Trump. L'une des premières à appeler à l'arrêt immédiat des hostilités militaires, c'est Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, militante iranienne des droits humains. Pourtant, elle a été maintes fois condamnée, emprisonnée par le régime des mollahs. Et cet appel, il est partagé par nos deux invités. Sepideh Farsi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-iranienne, réalisatrice. Votre dernier film est consacré à une photographe palestinienne qui a été tuée à Gaza. Put Your Soul on Your Hand and Walk, c'est le titre de ce documentaire que vous avez présenté au Festival de Cannes. Et avec nous, Azad Ekian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Cité. Et déjà, j'ai envie de vous demander à vous deux, est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches, des Iraniennes qui vivent en ce moment même ce qui se passe, cette guerre et ces frappes américaines? Écoutez, avec pratiquement 3 jours sans Internet et sans nouvelles, j'étais vraiment très inquiète. Aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles, mais indirectes, si vous voulez. Les opinions iraniennes, vous le savez, sont très divisées, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai vu personne applaudir la guerre contre son pays. Ce que je vois, c'est que la majorité écrasante de la population iranienne, comme on le sait, se disent contre le régime islamique d'Iran, mais en même temps, ils aiment leur pays. Et quand il y a tel ou tel site bombardé, eh bien, ça leur plaît absolument pas. Et là, aujourd'hui, par exemple, aussi le nord-ouest de l'Iran a été bombardé, tout près d'un site archéologique très ancien. Donc, vous voyez bien un hôpital qui a été bombardé il y a 2 jours de ça. Donc, effectivement, l'inquiétude, également l'inquiétude aussi non pas du tout l'inquiétude pour leur pays. Et les gens ne pensent pas que ces frappes israéliens, aujourd'hui américaines, vont nécessairement aboutir au changement de régime. Tout le monde veut changer le régime, mais là, il revient aux Iraniens de changer le régime. C'est à eux de choisir. Alors, Sepideh Farsi, peut-être parce que vous êtes réalisatrice, vous alimentez beaucoup de votre sur les réseaux sociaux, effectivement, vous redonnez des visages, des noms à ces victimes. On a eu des bilans, hein, 400 morts selon le ministère de la Défense iranien, bilan beaucoup plus lourd selon une ONG iranienne qui parle là de 657 morts. J'ai même 865. Ah voilà, et ça a encore augmenté. C'est important pour vous que, effectivement, on rappelle que ces hommes, ces femmes, ils ont des noms, ils ont des familles. Vous les connaissez peut-être? Absolument, oui. Moi, dès le premier jour, en fait, j'avais 2 amis qui avaient perdu leurs proches en un jour. Et j'ai essayé de calculer les statistiques, comment sur une population de quasi 90 millions, une personne au bout d'une journée connaîtrait 2 personnes qui ont perdu, vous voyez, et ça va très vite. Et ce sont des gens ordinaires, c'est pas du tout les têtes. Il y a quelques, effectivement, têtes des gardiens de la Révolution qui ont été ciblées, mais la grande partie sont des femmes, hommes, jeunes, voilà, artistes. Beaucoup de civils. Grande majorité de civils. Moi, j'avais perdu, pareil, contact avec ma mère pendant 3 jours. Là, j'ai eu un SMS, juste 2 mots. Elle m'a écrit « ça va, je vais bien ». Mais donc très compliqué de les l'Iran, contacter. C'est nous. En fait, nous sommes l'Iran. Nous sommes à distance, nous sommes loin, mais on est vraiment déchirés entre notre pays de résidence, notre pays d'accueil, la France, et là-bas. Et tout le monde connaît. Tout le monde connaît des gens. Moi, je connais des gens qui sont partis, des gens qui ne peuvent pas partir, qui aimeraient. Et c'est hallucinant de dire que c'est que des cibles militaires. C'est pas vrai. Voilà, donc vous dénoncez et vous êtes militante. Sepideh Farsi, on vous a vu sur le plateau quand il y a eu Femmes, Vie, Liberté. Vous êtes venue témoigner de l'horreur du régime iranien, de ce qui était fait à ces jeunes femmes. Mais là, aujourd'hui, vous dites c'est mon pays, c'est notre pays. Et il ne faut la liberté, ce n'est pas à ce prix-là qu'elle doit se payer. Exactement. Mais d'ailleurs, on dit quel pays jusqu'au-là était libéré à travers des interventions militaires. En plus de ça, il s'agit de Netanyahou. Il faut voir le documentaire de Sepideh Farsi d'ailleurs. Donc, on sait qui est Netanyahou. Netanyahou qui a été effectivement accusé, voire condamné par des instances internationales de crimes de guerre à Gaza. Et c'est lui aujourd'hui qui veut libérer les Iraniens. Donc vous n'y croyez pas ça? Bien évidemment. Parce qu'il a lancé un appel, effectivement. Bien évidemment que non. Et dans ces circonstances où les gens sont sous les bombes, qui essayent de sauver leur vie, on leur demande d'aller manifester dans la rue pour faire quoi?
Mais il y a eu des Ça, manifestations. c'est inconséquent, ça c'est totalement Oui, inconséquent. pour vous, ce message de Benyamin Netanyahou n'avait pas lieu d'être. Mais il y a eu des manifestations, on les a vues aujourd'hui pour protester contre les frappes américaines. Oui. Donc là, c'était pro-régime. Est-ce que c'est organisé avec le président iranien, donc ça c'est organisé. Oui. On n'a pas entendu l'ayatollah Khamenei, c'est normal? Je pense qu'il se cache. Je pense qu'il reste caché pour pas être frappé, parce que là c'est vraiment un moment où l'étau se resserre sur lui. Et pourtant, Donald Trump a dit qu'il n'était pas visé. Oui, enfin, Trump, si on sait ce qu'il fait, je vais vous lire un mot qu'un activiste a publié sur son page. C'est vraiment 2 phrases. Kaveh Madani, il dit « Et le rêve d'une génération malheureuse, d'un peuple ancien qui a été sacrifié sur l'autel du rêve nucléaire de son régime. » Donc là, c'est aussi... Ça, le choix du régime aussi peut-être de rester dans ce programme nucléaire iranien. Pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, les Iraniens, il y a ceux qui sont contre le régime, il y a ceux qui le soutiennent. Est-ce qu'il y a une majorité qui ne sait pas trop encore se situer? Est-ce que vous pensez que ça va ressouder la population iranienne? Quel est votre point de vue? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que pendant le mois Famille Liberté, et suite à ça, il y a eu aussi des sondages qui montraient que 80% de la population iranienne sondée par le ministère iranien des Affaires étrangères souhaitait le changement de régime. Ouais. Ça n'a pas changé, et d'autant qu'aujourd'hui, la situation est encore plus difficile et encore plus dure. Donc, tant que ce régime reste en place, la population est menacée sous les bombes et ne peut pas s'attendre à un avenir meilleur. Sauf que la question est, les gens regardent l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Liban, etc., enfin, les pays de la région, et se posent la question de savoir lequel de ces pays a réellement été émancipé, a atteint la démocratie et la liberté, l'égalité hommes-femmes à travers les invasions américaines ou les bombardements israéliens, et la réponse est aucun. Donc, laissez les Iraniens décider pour eux-mêmes. Et vous pensez que les Iraniens peuvent décider pour eux-mêmes? Est-ce qu'il y a une opposition assez forte? Parce qu'on a vu que quand même, c'était compliqué. Il y a eu quand même beaucoup de morts, d'arrestations après ce mouvement. Le mouvement Femmes et Liberté a montré qu'on était capable, que eux étaient capables, nous on les suit, mais que les Iraniennes et les Iraniens étaient capables de se soulever. Il y a eu une jeune femme, Mahsa Jina Amini, qui a été assassinée en détention, et tout le monde s'est levé, sans distinction de région. Mais la répression a été terrible. Tout à fait. Mais si le 7 octobre n'était pas arrivé, et si les regards du monde ne s'étaient pas détournés de l'Iran, le mouvement aurait continué. Le régime a instrumentalisé la cause palestinienne. C'est classique, ça, encore. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça dans la région, si vous voulez, le régime en profite pour taper sur les dissidents. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. Il y a eu 98 arrestations depuis 2-3 jours. Avec des accusations d'espionnage, d'arrestation et aussi des condamnations, exécutions déjà. Tout à fait. Ce matin, une exécution. Donc en fait, le régime utilise ça. Les gens, si vous voulez, le peuple iranien se sent déchiré ou écrasé entre un régime défaillant et autocratique, et Khamenei, qu'on ne voit même plus, qui se cache, et un sanguinaire comme Netanyahou qui, en fait, a mis la région à un feu et à sang. Est-ce que je peux appeler ça, pardon, et maintenant Trump, j'appelle ça les 3 masculinités toxiques, oui. Qui vraiment, qui écrasent la population iranienne. Et puis, pour revenir à votre question, le régime islamique d'Iran a été fragilisé par 3 séries de mouvements sociaux, 2018-2019, mouvement populaire, 2022, il y a un mouvement vraiment qui comme vous le savez, qui avait pour militants à la fois des jeunes femmes, des jeunes hommes, aussi des minorités ethniques et religieuses de l'Iran que sont les Kurdes, que sont les Baloutches et d'autres. Et le régime a été très fragilisés, ils l'ont considéré eux-mêmes comme la menace. Donc paradoxalement, vous dites que là, ça va leur permettre de reprendre le poil de la bête. Mais bien évidemment, oui. Parce qu'il écrase la société civile, il écrase ce mouvement qui était en train de monter en puissance malgré les arrestations. Et donc, où en est la société civile iranienne aujourd'hui? Écrasée. Oui. Et la force paramilitaire Basiji a été renforcée, on l'a appris aujourd'hui. Ça, peut-être, c'est une mesure de sécurité parce qu'il y a ces attaques américaines, ou c'est pour reprendre aussi le contrôle de la population? Les deux. En fait, évidemment, lorsqu'il y a une attaque d'un pays étranger, immanquablement, c'est ça
la réaction. C'est-à-dire, d'un côté, on tape à l'intérieur sur la dissidence, de l'autre côté, on se met en rang face à l'ennemi extérieur. C'est classique. Et du coup, blackout, on perd les contacts, ils font ce qu'ils veulent dans les... D'ailleurs, je dirais que côté israélien, c'est pas terrible non plus, ni aux États-Unis. En termes de liberté d'expression, j'entends. J'ai appris hier que les journalistes israéliens devaient avoir un permis spécial pour aller sur les sites ciblés par l'Iran. Ça, c'est quand même une limitation grave. Enfin, je veux dire que en temps de guerre, malheureusement, la première chose qu'on sacrifie, c'est la liberté d'expression. Effectivement, et peu importe peu importe pays. le régime et peu importe. Alors on va parler de la riposte possible parce que les Iraniens se disent prêts à riposter, les autorités iraniennes. On va écouter ce présentateur de télévision. Les bases militaires américaines constituent incontestablement une cible légitime pour l'Iran. Les États-Unis ont commis un crime en violant l'espace aérien iranien. Cela n'a pas sa place ici, monsieur Donald Trump. Vous avez commencé cette guerre et nous la finirons. Et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que les Iraniens vont répondre? Comment? Est-ce qu'ils ont une force de frappe? Est-ce qu'on va aller dans l'escalade? Parce que souvent, quand même, le régime iranien, il prend son temps, il cible. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, à l'heure actuelle, comme vous le savez, ils n'ont pas de force de frappe réellement. Le risque premier, c'est que, par exemple, les Houthis de Yémen qui ont effectivement dit tout de suite qu'ils vont soutenir leurs frères iraniens, je cite, éventuellement les Hashd al-Shaabi, c'est-à-dire les proxys iraniens en Irak, par exemple, commencent à bombarder ou à attaquer les militaires américains qui sont stationnés ou les bases militaires américaines dans la région. Ça peut déclencher aussi l'hostilité des États-Unis contre l'Iran et d'ailleurs Trump a menacé de bombarder. Mais là, c'est un présentateur. À ma connaissance, l'ensemble des autorités iraniennes n'ont absolument pas eu cette riposte-là. Et d'ailleurs, ils seraient prêts à revenir à la table des négociations si un certain nombre de conditions sont réalisées. Par exemple, Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré que nous n'avons jamais quitté la table des négociations. C'est Trump qui a quitté la table et puis maintenant on a été bombardé et puis etc. Donc, et puis ils étaient en train de négocier avec la Troïka européenne. Trump avait dit je vous donne 2 semaines, enfin je vais prendre 2 semaines pour réfléchir. Il l'a pas fait. Donc les Européens se sont activés pour faire de la diplomatie et 24 heures plus tard, les sites sont bombardés. Donc est-ce que Trump ou Netanyahou laissent aussi la place à la diplomatie et à des négociations? La réponse est non. Il n'y a pas que Khamenei, si vous voulez. Donc malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est face à 3 masculinité toxique qui s'affrontent et au milieu, le monde entier est pris en otage. Je vais vous faire écouter un autre homme, décidément. C'est Reza Pahlavi, le fils aîné du Shah d'Iran, qui a été renversé en 1979. Il a lancé un appel cette semaine, on va l'écouter. C'est le moment de se lever, le moment de récupérer l'Iran. Rassemblons-nous tous, de Bandar Abbas à Bandar e Anzali, de Shiraz à Ispahan, de Tabriz à Zahedan, de Mashhad à Avaz, de Shah-Rekord à Kermanshah, et mettons fin à ce régime. Voilà, alors est-ce que sa voix compte? Ou est-ce qu'il est hors sol à cet héritier qui a été chassé du pays? Écoutez, il est plutôt hors sol, je dirais. C'est pas qu'il n'a pas de base, mais enfin très réduite. Lorsqu'il y avait eu un certain mouvement, je donne ma voix à Reza Pahlavi, il avait récolté, je crois, à tout casser 400 000. Voilà, en 2022. Donc bon, ça montre le soutien qu'il a. Je pense qu'il est hors réalité surtout, effectivement, pour appeler des gens à sortir alors que la répression est aussi sévère en Iran. C'est totalement irresponsable de leur dire sortez dans les rues. Donc quoi, ils vont se faire massacrer alors qu'ils sont déjà sous les bombes. Ça n'a pas de sens. C'est sûr que le régime est fragilisé, mais c'est sûr que les attaques, israéliennes et américaines ne vont pas faire une autoroute pour lui. Non, ça vous n'y croyez pas. J'ai l'impression que vous êtes sur cette même ligne, Azadekian. Tout à fait, absolument. Non, il est totalement hors sol. C'est facile de rester à Washington et de demander aux Iraniens sous les bombes de sortir manifester dans la rue. Pourquoi faire? Pour ramener ce monsieur au pouvoir dont le père a été chassé de l'Iran par une révolution et lui-même, ça fait 46 ans qu'il est à l'étranger, il n'a pas fait une chose positive pour son pays. Je veux dire, il faut tout ça. Bien sûr qu'il a
une minorité, comme ça a été dit, une minorité de soutien, une minorité de gens, pardon, qui le soutiennent en Iran, mais c'est pas ça qui va l'emmener au pouvoir. Et j'ajoute, les Moudjahidines non plus. Les Moudjahidines sont beaucoup plus Moudjahidines du peuple. Oui, bien sûr, sont beaucoup plus organisés. Mais en fait, refuge en France. Absolument, en France et surtout en Albanie actuellement depuis quelques années. Mais en fait, n'oublions pas que les Moudjahidines qui ont collaboré avec Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak, eh bien, personne ne les a pardonnés en Iran. Et donc, on les a pas la vie en soutenant les attaques, les bombardements de Netanyahou contre son propre pays, eh bien, ne sera pas pardonné. À mon avis, c'est fini à la fois pour lui et pour les Moudjahidines. Donc, effectivement, pour revenir à ce qu'on disait, l'alternative est à l'intérieur de l'Iran. L'alternative est ceux qui ont organisé le mouvement Femmes et Liberté, qui ont participé à ce mouvement. Est-ce qu'il y a des figures comme le prix Nobel de la paix ou alors cette journaliste iranienne qui est réfugiée aux États-Unis, hein, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom, Mahchi Alinejad, est-ce que c'est ces femmes-là qui vont prendre le pas Mahchi Alinejad. On parle de l'intérieur de l'intérieur, oui, de l'intérieur. Donc plutôt le prix Nobel de la paix, oui, absolument. Narges Mohammadi et comme d'autres féministes, d'autres activistes qui sont à l'intérieur du pays. D'ailleurs, on dit souvent que la section 209 de la prison d'Evin est comme l'université ou le think tank. Une sorte de laboratoire de l'opposition. Oui, il y a énormément de figures très fortes de femmes. Il y a aussi des hommes, bien entendu, mais je pense que le leadership viendra de l'intérieur. Probablement beaucoup par les femmes, mais aussi des hommes, mais pas de l'extérieur. Je vois pas d'alternative extérieure. Nous, les suivrons. En fait. Vous qui êtes effectivement en France ou ailleurs dans le monde, donc vous êtes d'accord, c'est les associations, les femmes, mais à l'intérieur, et les hommes aussi, hein, vous l'avez dit. Les hommes aussi, bien sûr, non. Mais écoutez, ce qu'on sait, c'est que effectivement, les gens qui ont été frappés par répression, issus de mouvements Femmes et Liberté, étaient en train de se réorganiser, de se restructurer à la fois au sein du mouvement des étudiants, au sein des employés, au sein des profs, dans tous les corps en fait sociaux, et bien évidemment aussi les militants des droits des femmes, et de plus en plus, et vous voyez la résistance des femmes qui continuent à ne pas porter le voile obligatoire, etc. Tout ça montrait la montée en puissance de cette société civile qui aujourd'hui, encore une fois, a été frappée par les bombardements, par la répression du régime. On voit ces jeunes femmes également qui sont décédées. Hein, c'est vous qui nous avez fourni ces vidéos qu'on vient de voir, qui sont noir et blanc, parce que malheureusement ces jeunes femmes sont mortes. Donc il y a de quoi créer une alternative, mais pas sous les bombes. Enfin, depuis l'intérieur de l'Iran, mais pas sous les bombes. Et on voit, par exemple, aussi les Baloutches, par exemple, qui constituent une minorité ethnique et religieuse très réprimée, qui faisait partie intégrante du mouvement Femmes et Liberté, par exemple, qui annonce qu'il soutiendrait l'intégrité territoriale de l'Iran et qui sont dans le mouvement. Il y a des mouvements en Iran, mais les gens ne peuvent pas sortir manifester parce qu'ils sont contre les frappes, ils sont contre le bombardement, ils sont contre l'occupation. Il faut comprendre ça. Merci. Juste un dernier mot. Un dernier mot. Je voudrais dire que le rôle justement de la diplomatie européenne et française notamment pour faire l'intermédiaire est capital, et il faut soutenir la dissidence de l'intérieur, et il faut faire l'intermédiaire pour faire la balance et que l'Iran soit un Iran stable sans la République islamique. Voilà, cet appel donc lancé, la diplomatie européenne et française. Merci à Sepideh Farsi, merci à Zadeh d'être venu dans 64 minutes pour cette édition spéciale après ces frappes américaines donc sur des sites nucléaires iraniens.